Bienvenue sur Éducation intégrale, on va parler d'un accord qui promettait de transformer l'avenir de toute une nation. C'est l'histoire de Petro-Caraïbes en Haïti. Une affaire vraiment complexe qui est devenue le symbole d'une promesse immense, mais aussi d'une quête de vérité douloureuse. L'idée ici, c'est de nous aider à comprendre ensemble d'où venaient ces fonds, comment le mécanisme financier devait fonctionner, ce que disent les rapports officiels, et surtout, pourquoi ce dossier a encore un impact si profond sur la vie en Haïti aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, on va suivre le fil de cette histoire étape par étape. On commencera par la promesse initiale, celle qui était pleine d'espoir. Ensuite, on va décortiquer le mécanisme financier qui devait la rendre possible. Puis, on verra ce que les rapports ont révélé, parfois brutalement, en exposant les failles du système. On mesurera l'impact que tout ça a eu sur la population, pour enfin en tirer une leçon essentielle sur la gouvernance. Tout commence donc par une promesse. Et quelle promesse ? En 2007, quand Haïti rejoint l'accord Petro-Caraïbes, l'espoir est vraiment immense. C'est perçu comme une opportunité historique, une véritable bouffée d'oxygène pour enfin financer le développement du pays dans des secteurs clés comme les infrastructures, la santé ou encore l'éducation. L'idée, c'était vraiment d'utiliser cet argent pour des projets qui changent la vie des gens au quotidien. L'agriculture, par exemple, était une priorité absolue. L'objectif était clair, renforcer la sécurité alimentaire du pays et soutenir les producteurs locaux. C'était la promesse d'un progrès concret, un progrès qu'on pourrait voir dans les champs et sentir sur les tables. Et attention, cette vision, ce n'était pas juste un rêve haïtien. Non. Elle était partagée et même validée par de grandes organisations internationales. Comme le dit ce rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Petro-Caraïbes a été conçu pour être un catalyseur de développement. Le principe de base était simple, améliorer la vie des gens. Bon, mais concrètement, comment une telle opportunité devait-elle fonctionner ? D'où venait cet argent qui semblait presque magique ? Eh bien, le secret, il se trouvait dans un mécanisme financier qui, sur le papier, était à la fois simple et terriblement ingénieux. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est le fonds Petro-Caraïbes. L'accord permettait à Haïti d'acheter du pétrole vénézuélien à des conditions exceptionnelles. Au lieu de tout payer tout de suite, une grosse partie de la facture était transformée en un prêt sur le très long terme, avec un taux d'intérêt minuscule. Cet argent, qui n'était donc pas envoyé au Venezuela, devait directement aller dans le Fonds de développement national. Alors, regardons ça de plus près. C'était simple, en 4 temps. D'abord, le Venezuela livrait le pétrole. Ensuite, Haïti payait une petite partie de la facture. Le reste devenait une dette remboursable sur 25 ans à un taux de seulement 1%. Et l'étape la plus importante, cet argent économisé était immédiatement disponible pour financer les projets de développement du pays. Sur le papier, c'était un mécanisme gagnant-gagnant. Seulement voilà, ce beau mécanisme, si prometteur sur le papier, cachait une énorme fragilité. La belle promesse a commencé à se fissurer. Année après année, des doutes ont commencé à apparaître sur la gestion de ces fonds colossaux. Des questions se sont posées et les premières enquêtes ont été lancées. Elles ont levé le voile sur une réalité bien plus sombre. Et c'est là que la question est devenue inévitable. Elle a commencé à fuser partout dans le pays. Alors, où est passé l'argent ? C'est cette interrogation, si simple et si directe, qui a déclenché une véritable prise de conscience citoyenne et qui a poussé les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, à enfin chercher des réponses. Pour trouver ces réponses, les institutions se sont donc mises au travail. En Haïti, on a eu le Sénat, la Cour supérieure des comptes, qui est l'organe suprême de contrôle des finances publiques, ou encore l'unité de lutte contre la corruption, qui ont mené leurs enquêtes. À l'international aussi, des acteurs comme le FMI et les Nations Unies se sont penchés sur le dossier. Tous ces rapports mis ensemble forment la base factuelle pour comprendre ce qui a déraillé. Et pour que ce ne soit pas juste des mots, regardez cet exemple. C'est concret et c'est tragique. Ce chantier, c'est celui du marché de Fontamara, qui est documenté dans le rapport du Sénat. Financé avec l'argent de Petro-Caraïbes, il n'a jamais été terminé. Il est devenu le symbole d'une promesse de développement brisée, laissant derrière lui une carcasse de béton et des questions sans réponse. Quand on plonge dans ces rapports, on comprend vite quelque chose de fondamental. Le problème, ce n'était pas juste une ou deux erreurs par-ci par-là. Non, c'est tout un système qui présentait des failles profondes, des fissures dans la manière même dont les fonds publics étaient gérés et contrôlés. Et peu importe qui a fait le rapport, que ce soit la Cour des comptes, le Sénat ou même le FMI, les conclusions sont les mêmes et elles sont accablantes. Les contrôles administratifs, quasiment inexistants. Le suivi de l'avancement des projets, personne ne le faisait vraiment. Des contrats publics étaient attribués illégalement, sans aucune compétition. La transparence était absente et les audits, bien trop rares et insuffisants. Ce n'était pas une seule défaillance, mais bien l'effondrement de toute une chaîne de contrôle. Un des points les plus graves qui revient sans cesse, notamment dans le rapport du Sénat, c'est la violation systématique des lois sur les marchés publics. On parle de contrats de plusieurs millions de dollars attribués de la main à la main sans aucun appel d'offres. Donc là, il ne s'agit plus seulement de mauvaise gestion, mais bien d'actes qui allaient directement à l'encontre de la loi.
Mais attention, tout ça, ces failles techniques, administratives, ce ne sont pas juste des mots sur du papier. Ça a eu des conséquences bien réelles, directes et absolument dévastatrices sur le pays et surtout sur sa population. C'est dans ce contexte de désillusion que naît ce slogan, cette phrase devenue un cri de ralliement national. Code Cob, Petro-Caribéa. Une simple phrase qui a catalysé toute la frustration et la colère et qui a donné naissance à un mouvement citoyen massif pour exiger des comptes et de la transparence. Le bilan, il est terrible. On ne parle pas juste de chiffres, on parle de milliards de dollars d'opportunités de développement perdues à jamais, de la dette publique qui a explosé, de la frustration sociale qui a envahi le pays, et peut-être le plus grave de tout, une perte de confiance quasi totale de la population envers ses propres institutions. Alors pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Parce que ce dossier, il est loin d'être clos. Il reste absolument capital, bien au-delà de ses implications financières. En fait, il représente une leçon fondamentale sur la gouvernance et la responsabilité publique. Et c'est pour ça que comprendre ce dossier, ce n'est pas juste regarder dans le rétroviseur, c'est vraiment un acte de citoyenneté responsable. C'est une leçon essentielle sur l'importance vitale de la transparence, de la redevabilité et du contrôle quand on gère l'argent de tous. Finalement, ça nous ramène à une question qui est universelle, qui nous concerne tous, bien au-delà des frontières d'Haïti. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les ressources publiques, l'argent de la collectivité, servent vraiment et efficacement le bien public? C'est le défi au cœur de toute démocratie qui fonctionne. Le dossier Petro-Caraïbes, ce n'est pas juste une affaire financière. C'est une leçon fondamentale sur la gestion des ressources de tous. Comprendre ce qui s'est passé est une étape essentielle pour pouvoir exiger mieux et surtout pour éviter que les mêmes erreurs se répètent. Merci d'avoir suivi Éducation intégrale. On est convaincu qu'une connaissance utile est une connaissance partagée.